Merci Laurent. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'imagine volontiers qu'à la lecture du programme de cette manifestation, vous vous dites que nous abordons aujourd'hui un ensemble de questions peut-être bien trop complexes, dont la complexité pourrait nous bloquer, comme elle en a bloqué tant d'autres auparavant. Je voudrais au contraire vous dire que ce que nous avons à faire me semble extrêmement simple. Cela résulte seulement d'une écoute attentive de la devise de la République dans ses trois composantes. Et cette écoute attentive me conduit à vous dire que cette école française, décrite par les comparaisons internationales comme particulièrement inefficace et injuste, est au fond une école qui, en cachant l'affaire sous l'hypocrisie d'innombrables discours de justification, a une fonction de fait majeure qui s'oppose à la liberté, aussi bien qu'à l'égalité, et sans produire la moindre fraternité. Assigner en permanence les enfants et les jeunes à certains savoirs en les excluant d'autres. Et c'est bien de cette école d'assignation à résidence des savoirs que nous ne voulons plus. Mais alors, pourquoi interroger aujourd'hui, de façon globale, les savoirs que l'école enseigne, puisque c'est bien le titre qui a été retenu pour mon intervention liminaire. Pour un motif central, si simple qu'on ose à peine l'énoncer, tout simplement parce qu'on ne l'a pas fait auparavant. Ce qui doit nous intéresser tout de même, je m'explique. Il s'est en effet passé cette chose étonnante durant les différentes vagues de démocratisation qu'a connu le système scolaire français depuis les années 1960. Précisément, ces savoirs que l'école enseigne n'ont pas été interrogés dans leur globalité et leur finalité. Et pourquoi ? En effet, le processus de démocratisation lui-même, aussi bien que l'aventure des savoirs humains et de ceux de nos élèves pendant toute cette période, justifiait pleinement qu'on se dise qu'on ne pouvait plus proposer les savoirs hérités de l'école ségrégée, celle d'avant le collège unique, et de l'école du 1er XXe siècle, alors que tout avait changé. Tout justifiait qu'on change, bien sûr. Sauf si on ne voulait pas changer, consciemment, ou si on ne mesurait pas à quelle catastrophe nous conduirait l'immobilisme. Les démocratisations amenaient successivement aux différents niveaux scolaires des populations nouvelles. Ce fut l'explosion scolaire, décrite par Louis Cros, le fondateur du CUIP, Monsieur le Président, dans le sillage de qui nous nous plaçons. Était-ce aberrant de se demander ce dont la nouvelle population qui avait ainsi émergé avait besoin en termes de savoir collectif, ce dont il serait irremplaçable qu'elle bénéficie? Au lieu de cela, on a continué à copier l'existant, à proposer à tous les élèves ce qu'il était auparavant à l'élite scolaire, et souvent sociale, et le collège unique, au bout du compte, n'a jamais pu avoir les programmes ni les examens, c'est-à-dire les savoirs nécessaires à la réussite de son projet. De même, faut-il rappeler qu'à cette période ont aussi commencé à peser sur l'école des questions dont nous ne sommes pas sortis, comme celle de la transmission intergénérationnelle qui est devenue moins fluide, comme la question de l'autorité, la question de la vérité et de sa reconnaissance, celle de l'incertitude croissante des jeunes devant leur avenir économique, ou encore celle de l'écart plus affiché entre leurs pratiques culturelles et celles que privilégiait jusque-là l'école. Or, ce que nous trouvons quand nous pénétrons dans cet univers feutré et peu fréquenté des programmes scolaires, c'est non pas les réponses à ces questions, mais d'abord un immense impensé d'ensemble, impensé dans la globalité et dans la signification d'ensemble de ce que les élèves apprenaient à l'école, malgré une sophistication dans les détails des programmes des disciplines, qui, eux, ont souvent évolué. Mais au service de quel projet, à la fois épistémique et collectif? L'éducation, pourquoi faire, au fond? Ces sujets relatifs au savoir enseigné par l'école nous sont souvent apparus, quand on commençait à travailler ensemble, comme des angles morts de la réflexion sur l'école. Ce que nos jalons, Patrick en parlera, ont tenté d'illustrer en une vingtaine d'exemples de ces sujets sur lesquels existent des dissensus anciens, mais jamais de débat avec
l'intention d'en sortir. Et ces angles morts, qui plus est, nous sont souvent présentés comme des questions dont il n'y aurait pas lieu de débattre, parce que l'accord serait implicite. Ce qu'on enseigne à l'école, ça va de soi, c'est tenu pour acquis. Et chacun sachant ce qu'il fait dans sa discipline ou sa fonction, pourquoi voudrait-on qu'il y ait le moindre problème ? Car il y eut un grand succès de cette éducation pendant toute cette période. Succès qui est trop passé inaperçu. Parvenir à ouvrir les portes du collège, du lycée puis de l'université sans que rien ne change au fond dans la distribution sociale des savoirs, dans l'assignation à résidence des enfants et des jeunes, dans certains savoirs et dans la privation d'autres savoirs. La réforme du collège unique, après 1975, a été une réforme n'ayant porté que sur les structures du collège, comme toutes les autres. Et les deux seules tentatives d'entraver l'assignation à résidence en définissant d'abord des savoirs communs ont échoué. Je parle là bien sûr des deux socles communs, diversement inspirés, mais celui de 2006 aussi bien que celui de 2015. Parce que toutes les complicités se sont conjuguées comme elles avaient déjà fait échouer le collège unique, pour qu'ils échouent, ces socles communs, et qu'on en reste aux assignations antérieures. Il est malgré tout intéressant qu'à deux reprises, le législateur, avec des majorités opposées d'ailleurs, en soit venu à se préoccuper des savoirs scolaires. Une première. Il fallut bien tous les tapis de la rue de Grenelle pour cacher cette poussière qui résulta de l'écroulement et de l'effondrement de ces deux socles. On peut dire que depuis 1960, le système français d'assignation des savoirs, non seulement n'a pas saisi les occasions qui s'offraient pour annuler ces assignations, celles qui dataient d'avant la démocratisation, mais qu'il les a renforcées par un système sophistiqué, coûteux et très français de création d'une infinité de cases, de filières, d'options, de zones, de sections qui prescrit à chacun, avec l'aide bien sûr complice des conseils de classe aussi bien que des algorithmes de Parcoursup, la place où il doit se trouver. Et les savoirs là-dedans ? J'aurais envie de répondre trivialement, on s'en fiche. Ou autrement dit, laissons ça aux spécialistes. Il faut comprendre là ce qui s'est passé. Il y eut en effet une indifférence croissante au savoir dans cette école qui se démocratisait. Un exemple peut en être donné par les slogans ministériels que chantaient sur tous les tons et sans fin l'objectif de conduire 80% d'une classe d'âge au niveau du bac. Ce que signifiait ce bac, ce qu'il prouvait, mais qui s'en souciait. Et il y eut une douce anesthésie collective avec ce bac, au taux de succès en hausse permanente, ça ne vous a pas échappé, on aurait dit soviétique à une époque, et non justifié, non expliqué, selon la courbe inverse des résultats de la France dans les enquêtes internationales pendant la même période, ce qui fait quand même réfléchir. Est-ce à dire que les deux fonctions de base d'un système scolaire moderne, celle de sélection, l'avaient emporté haut la main dans la hiérarchie des préoccupations sur celle de la formation ? Est-ce que donc les savoirs en eux-mêmes importaient moins que les taux de succès et de diplômés ? Sans doute. Il y eut malgré tout un souci à l'intérieur même de cette fonction de sélection. Cette focalisation même avait conduit à un examen trop bradé, qui donc ne permettait plus la sélection pour laquelle il existait. En outre, les pistes étaient insupportablement brouillées. Quand un bachelier professionnel, quelle horreur, décidait de s'inscrire à l'université dans une discipline à laquelle il n'était pas assigné, alors d'autres modalités de sélection se firent jour, des portefeuilles de compétences aux algorithmes de Parcoursup, et le tour fut joué. Mais les savoirs servant à cette sélection purent rester inchangés, trop souvent limités à leurs aspects théoriques, décontextualisés, présentant les connaissances sous forme souvent dogmatique, coupés de leur histoire intellectuelle et de leur portée sociale et pratique. Quelle importance! On a donc des savoirs qui sont devenus totalement secondaires par rapport à la sélection, qu'elle soit à l'ancienne avec des examens ou moderne avec des dossiers plus facilement opaques. Ces savoirs maintiennent à la perfection et sans état d'âme le jeu qui profite toujours d'eux-mêmes. Dans ce contexte, est-ce qu'on apprend à l'école, est-ce que ce qu'on apprend à l'école aide les élèves à se repérer dans les complexités du monde, à penser librement, les aide à vivre personnellement comme à vivre avec les autres ? Mais à quoi pensez-vous ? Quelle naïveté. L'école française est devenue dans ces années un jeu de pistes, où la principale compétence travaillée est celle de la stratégie,
qui permettent aux malins de rester le plus longtemps possible parmi ceux qui gardent toutes leurs chances. On ne va pas à l'école pour apprendre, d'ailleurs, vous l'avez noté, mais pour garder ses chances, à un jeu aux règles mal définies et cruelles qui s'appelle la scolarité. Donc, entamer la critique de l'école existante, de ce point de vue, d'abord préoccupé de ce pourquoi l'école est faite, à savoir permettre l'acquisition de savoir. Quelle qu'en soit la forme, culture, connaissance, compétences, nous verrons tout cela. Mais dans les médias, contentons-nous du mot global de savoir. Entamer la critique de l'école existante de ce point de vue, c'est proposer ce qui n'a pas été fait. Mais alors une question. Est-ce ouvrir une dangereuse boîte de Pandore que vouloir se préoccuper mieux du choix et de la définition des savoirs que l'école enseigne, de façon globale et cohérente, en s'interrogeant sur le sens qu'ils produisent pour les élèves, et surtout de façon publique et transparente? Est-ce ouvrir une boîte de Pandore? Nous pensons que non. Aucun malheur que contiendraient quelques boîtes de ce type ne ruissellera sur nos élèves si on l'ouvre, car elle contient pour eux un meilleur accès à des savoirs de plus grande qualité et faisant davantage sens pour tous. Eux-mêmes sont friands de cette ouverture et du plaisir d'apprendre. Donc je ne crois pas d'inquiétude. En revanche, sera sans doute ébranlée sur ses bases cette école à laquelle nous nous sommes trop habitués, en France plus qu'ailleurs, dont la fonction sociale de fait semble, malgré les vagues de démocratie en faux semblant, devenue insupportable en termes de justice et dangereuse en termes de vie collective. Alors bien sûr, il s'agit d'ouvrir toutes ces boîtes dans lesquelles l'imaginaire français de l'éducation s'est enfermé depuis des décennies. Boîtes que celles qui caractérisent le primaire, il faudrait dire la maternelle ou même l'école du premier âge, ce qui serait préférable, et l'élémentaire d'ailleurs, le secondaire, le supérieur, boîtes que celles qui demandent à nos élèves de se répartir entre le général, le technologique et le professionnel, boîtes que celles qui séparent en France plus qu'ailleurs la perspective de l'instruction de celle de l'éducation, comme si tout savoir n'était pas porteur d'une éducation, au moins la liberté de penser. Alors oui, soumettre à un crible critique sans concession ces catégories qui enferment la réflexion. Mais seulement pour aborder immédiatement après et enfin les vraies questions sur les savoirs scolaires, leur finalité, leur signification, leur lien avec tous les savoirs du monde. S'attaquer à un imaginaire collectif, oui, c'est pour rien moins que cela que nous sommes réunis. Car on y pense rarement ainsi, tant chacun de nous a été formé au sein d'un système éducatif porteur d'un imaginaire, au point de ne jamais voir quel imaginaire l'armait. Cet imaginaire éducatif français, par exemple, fait d'une certaine conception de la culture scolaire, fait de certains choix de savoir qu'on enseigne et de ceux qu'on n'enseigne pas, d'une certaine conception de ce qu'est un enseignant, de certaines modalités d'évaluation des élèves et de définition de nos examens, d'une certaine façon de faire la politique éducative aussi, en s'en remettant par exemple à l'État d'une façon parfois aveugle. S'attaquer à un imaginaire collectif, tâche impossible. Bon, pour le court terme, certainement. Mais si la société française voulait vraiment tirer son école de l'ornière d'injustice et de non-sens où elle est enlisée, alors ça vaudrait sans doute la peine qu'on s'y arrête et qu'on essaye de réfléchir. Et c'est en tout cas dans ce sens que nous avons, dans le cadre du SICUR, collectif d'interpellation du curriculum, lui-même, comme vous l'avez compris, fonctionnant sous la bannière du QIP, commencé de creuser ces questions pour les partager avec vous et pouvoir au-delà bénéficier de vos propres réflexions. Un mot pour terminer. Longtemps, l'apparence était que les contenus d'enseignement, au fond, un peu partout dans le monde et en France en particulier, ça allait un peu de soi, car ils correspondaient à des savoirs réputés incontestables. Aujourd'hui, que voit-on? On voit des pays qui avaient par exemple accédé aux indépendances, sans toucher beaucoup à ce que les écoles enseignaient, et qui maintenant ont pleinement compris l'enjeu de tout ça, l'enjeu de leur curriculum, par exemple pour l'enseignement des langues nationales en Afrique, mais surtout dans la quasi-totalité des champs, de l'histoire aux sciences, en passant par les langues ou la morale. Aujourd'hui, des régimes extrêmes, adémocratiques, complaisants à l'égard de divers obscurantismes qui rôdent de par le monde, s'emparent des contenus d'enseignement pour les plier à leur dangereuse idéologie. Certains articles récents dans la presse française ne nous font-ils pas craindre qu'ici même, Bolsonaro ou Erdogan aient des sectateurs? Cela nous montre
s'il en était besoin, que le soi-disant angle mort, le longtemps angle mort, ce que les élèves apprennent à l'école, est devenu la question vive. Merci de votre attention et je passe la parole à Patrick.